Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour un moment très important de ces rencontres, puisque pour le cas français, depuis une vingtaine d'années, sont apparues dans les ministères des fonctions de coordination de l'ensemble des directions des ministères économiques et financiers au travers de la figure et de la fonction de secrétaire général. Dans les modèles anglo-saxons, la figure du permanent secretary est la figure tutélaire de l'organisation des ministères et du lien entre politique et administration. Et les différents, le cœur même de la recherche en sciences administratives et en sciences politiques est de s'intéresser à la manière dont le politique se coordonne avec l'administration. Et l'existence des fonctions de permanent secretary, de président de comité de direction, de secrétaire général, se situe exactement à l'interstice entre le politique et l'administration, selon des modalités de passage et d'interaction entre le politique et l'administratif qui s'insèrent dans les cultures administratives qu'on a évoquées dans la première table ronde de ce jour. Et nous avons l'honneur d'avoir les acteurs principaux de cette coordination, puisque nous avons dans cette table ronde Tom Scholar, qui est le permanent secretary du Treasury britannique, donc qui est le premier des fonctionnaires du ministère du Trésor britannique. Nous avons Hans D'Hondt, qui est président du comité de direction du service public fédéral Finances en Belgique, et qui est lui aussi le premier des fonctionnaires du service public fédéral financier belge. Et nous avons, vous la connaissez déjà, Madame Marianne Barbalayani, qui est la secrétaire générale du ministère de l'économie, des finances et de la relance, qui elle aussi est la première des fonctionnaires du ministère. Je vais sans transition passer la parole en premier à Julia Fleischer, qui est une chercheuse allemande, spécialiste, Philippe Bézès l'a évoqué tout à l'heure, de la coordination entre politique et administration dans les administrations centrales, et qui a travaillé justement ces dernières années à l'analyse comparative de l'évolution des structures ministérielles, y compris celle des ministères des Finances. I'm sorry that my French is so bad that unfortunately I have to rely on the translation, but I'm very glad to be here, and I'm actually also very honored to be in this particular panel. I mean, I would have probably joined any panel, but this is a very exciting one, because what I usually do is study people like you and how you do your job, how you make your decisions. And thank you very much for the kind introduction. So as a first very brief input, I was asked to give a little overview of how these general secretariats look like from a comparative perspective. And more generally, one can say, if we look into ministries of finance in Europe and across other developed countries, you oftentimes have these kind of units or entities that have these sorts of mandate to coordinate or to support the coordination of policy. However, they can come in very different forms. We also call it the administrative zoo, and they have different creatures. And sometimes they are called a general secretariat. Other times they are called differently. And even within the French ministerial bureaucracy, you do have also other units that have something similar as a mandate, such as the ministerial cabinets that also exist in other countries, where you have leadership staffs or private offices, policy units, and such. So these are oftentimes units or entities made of many people or several employees working alongside the minister and the political executives to steer and coordinate policy within the ministry, but also across ministries. And then, of course, you also have these kind of individuals that are close to the minister, either by formal appointment, they're political appointees, or they're permanent secretaries. I'm very certain that Tom Scholar will explain to us the interesting type of arrangement in the UK. And then, of course, you have also sometimes just confidants, and they can be anywhere, literally, inside the Ministry of Finance. So, by and large, these
structures exist everywhere. And why is that? Because politicians need these sort of structures. They need structures that are capable of supporting the coordination work, and at the same time also capable of supporting the policy work. And let me finish by saying something about the French General Secretariat from a comparative perspective and, like, say, an analytical perspective. That's a super interesting creature. Because usually ministers or ministries of finance and also other ministries tend to have either a unit for policy making or, you know, kind of driving the policy initiatives of the minister, can be individuals, can be more composite units, or you have units that are really into coordination and administrative reforms, administrative policy making, and so on and so forth. However, we know organization is policy. And as we heard in the first panel, the way how you organize things has a lot of impact on how your policy objectives are met. So if you have a general secretariat that is at the same time kind of supporting the administrative policy making, the coordination, but also has kind of policies in mind, you actually get a very interesting and influential role if you, if I may say so, play your cards right. Because organization is policy, and the way how you push for organizational reforms will actually affect in the long term how policy is made. And not only the few policy priorities that the ministers have, but also all the other policies that are going on inside a ministry and across the ministries. Thank you very much. Thank you very much for this brilliant introduction. Mr. Scolar, there is a huge literature about the role of the permanent secretary, and it's often said by comparatists that if you want to understand the Westminster, the Whitehall model, it is all concentrated in the position of the permanent secretary. So since we have a French audience, can you briefly describe us what does a permanent secretary, with this serial loyalty he has between his minister and his administration, and since, as Julia Fleischer said, organization is policy. So we know your political advice role, but what is your organizational role in running the Treasury? Well, thank you very much indeed for the invitation to the conference this morning and for giving me the opportunity to explain our system, which is certainly not unique in the world. Many other countries have a similar system, but it is very different from the French system. So let me try to explain. And I'll start by explaining the constitutional underpinnings, because they really explain everything. And there are two key constitutional underpinnings. First of all, the system of government in the United Kingdom is the parliamentary system, in which Parliament is the ultimate source of all political power and political authority. So the British Prime Minister's power and authority derives from being able to command a parliamentary majority and is clearly not directly elected as in a presidential system. This means that each minister and each department also has a direct accountability to Parliament, and Parliament is very proud of this authority that it exercises over ministers and over parliaments. The second underpinning is the notion of a permanent, impartial and non-political civil service. This has a statutory basis, a legal basis going back to 1832 and reaffirmed recently, 10 years ago. And this means that from that time through to today, the civil service serves whichever government is elected, and this is true at the most senior levels, all the way up. Connecting both of these things is the accountability of the civil service directly
to Parliament. And this is actually essential in understanding what our role is within the ministry. One of the great reforms of the 1860s was to, and this was brought in by a finance minister, William Gladstone, a great reforming finance minister of the 1860s, was to appoint a series of people called accounting officers. So anybody that was entrusted with spending public money, where Parliament had voted money to that body, the head of that body was an accounting officer responsible personally and directly to Parliament for the proper use of those public resources. Obviously, many things have changed in the last 160 years, but that basic feature remains. So every permanent secretary has a dual role, permanent secretary to the department, but also accounting officer responsible to Parliament for the proper use of public resources. In the early days, in the 19th century, there were several examples where Parliament decided that money had been spent improperly, and the accounting officer was required to reimburse the money personally from his own pocket. It was always his in those days. That no longer happens, but be sure that Parliament has other ways of making sure that permanent secretaries do their jobs properly. Let's go forward to today. The Treasury, the British Treasury, is much smaller than the French Ministry of Finance. We have under 2,000 people in total. Nearly every single one of those is a permanent civil servant. The minister has a very small team of political advisors, only 6 or 7. The Minister of Finance also has a private office, but that is staffed by permanent civil servants. So if there's an election and a change of government, the minister's office stays the same. The political advisors, of course, change, but the minister's office stays the same. And so this means that all of the policy work in the ministry is carried out by permanent civil servants, including working on the most sensitive issues, including preparing lines of argument, lines of defence, lines of criticism of the opposition, which in many countries would be considered to be political. In our system, they are explained as explaining and defending government policy against the opposition, not in terms of any kind of party political discussion, which is not for civil servants to engage in. My personal role, the role of the permanent secretary, there are really 3 elements to it. First is to lead the department, and so in particular to play a big part in the leading of the HR function, the finances of the department, the organisation. For example, if we decide we need to set up a new unit on climate change, which we did a few years ago, that's my function to do that. So leading the institution, accountability to Parliament for the performance of the institution, not for the policy decisions of the government, because those are for ministers, but for the competence and efficiency and capability of the institution. And thirdly, a third key function is to shape advice to ministers. It's not primarily a coordination role. This, I think, is because of the different structure of the department. It's a single, unified department. The coordination is already hardwired into the department's processes. Of course, it sometimes happens that things don't quite work, and then ultimately the most senior official, which is the permanent secretary, can play a role in arbitrating. But it's not primarily a coordinating role within the Treasury, and then across the government there are other mechanisms to do that. And the final thing I'll say is that the role changes a lot
depending on what the minister wants. So some ministers want their permanent secretaries to sit in every meeting they do and provide direct advice all the time. Others are happy to go directly to the policy teams, and so the permanent secretary's role changes. But the three key things are leading the department, accountability to Parliament, and ultimately the senior advisor to the minister. Thank you very much. This is crystal clear. And we will talk about the external coordination with the other ministries in line with what Alfons said earlier in the second part of the round table. Now I switch from my Globish to French because, I mean, French civil service and British civil service, I like thesis and antithesis. So I will leave the floor to Madame Barbalayani. And I guess that Belgium and since the Copernic reform is the synthesis in between the French and British model. That's why we switch to the antithèse. And Madame Barbalayani, pourriez-vous nous dire, depuis sa création en l'an 2000... So could you tell us, please... quelles sont les évolutions de cette structure récente qui n'est pas une structure à l'anglaise, qui est le secrétariat général des ministères économiques et financiers, pour prendre son nom générique? Par rapport à une institution aussi ancienne et aussi ancrée dans l'aspect constitutionnel, comme l'a évoqué Tom Scolar, le secrétariat général des ministères économiques et financiers a des spécificités, mais aussi des points communs, parce que en réalité, la base constitutionnelle, même si la Constitution est différente, et nous ne sommes pas dans un régime parlementaire, nous sommes dans un régime qui est un peu un mélange entre le régime parlementaire et le régime présidentiel, nous avons aussi une base constitutionnelle historique et profonde dans ce que nous faisons, même si la façon dont la France y a répondu s'est mise en place de manière parfois différente et aussi avec une caractéristique plus récente qui est le rôle des secrétariats généraux, et je vais y revenir. L'autre principale différence par rapport à ce que Tom Scolar a exposé, c'est que les ministères économiques et financiers, le ministère de l'économie et des finances et de la relance aujourd'hui comporte plusieurs directions qui sont indépendantes et qui ont, pour certaines, une tradition très longue, le Trésor, le budget, la Direction générale des finances publiques, la douane, donc des directions, je ne les cite pas toutes, mais avec des caractéristiques très différentes, à la fois en termes numériques, en termes de rôle, en termes d'organisation, ce qui rend sans doute assez différents nos rôles et renforce sans doute cette mission de coordination qui est sans doute moins difficile, je dirais, ou moins importante dans un département ministériel qui est par ailleurs complètement unifié. Pour revenir un petit peu sur l'histoire, donc le secrétariat général du ministère de l'économie et des finances est une institution récente puisqu'il a été créé en l'an 2000. Préalablement, donc il n'y avait pas eu ce besoin, notamment parce que le rôle de responsabilité vis-à-vis des autorités, que ce soit les autorités gouvernementales ou les autorités parlementaires, ou l'autorité parlementaire, repose sur les ministres. Donc il n'y avait pas cette nécessité d'avoir une institution qui soit un peu intermédiaire entre le ministre et son cabinet, qui est là aussi, c'est une autre différence, numériquement en général beaucoup plus important en France et qui ne comporte pas de membres permanents, contrairement à ce qui a été présenté pour le Royaume-Uni. Donc en 2000, la création du secrétariat général du ministère de l'économie et des finances a été le résultat direct, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, d'un échec. C'est-à-dire que le ministre des Finances avait souhaité mener une réforme d'organisation extrêmement ambitieuse, consistant à réunifier les deux directions du ministère qui étaient en charge des impôts, au sens définition de l'assiette d'un côté, recouvrement de l'autre, et cela avait échoué. Et donc le ministre s'est rendu compte qu'au-delà de son cabinet, au-delà des administrations, il avait besoin d'une institution qui soit capable à la fois d'être, je dirais, en responsabilité,
neutre par rapport aux directions lorsqu'il souhaite les réformer. C'est toujours difficile de s'auto-réformer, même si on peut y arriver. Et qui également soit en charge, et c'est encore un rôle absolument majeur du secrétariat général, du dialogue social. Le dialogue social autour des grandes réformes est quelque chose de très important et on ne peut pas réussir si on n'arrive pas à obtenir une adhésion des agents et une adhésion de leurs représentants aux réformes qui doivent être menées. Donc 2000, création du secrétariat général avec de la part du ministre une volonté très forte de l'imposer tout de suite comme ayant un rôle majeur au sein du ministère, puisque le premier secrétaire général du ministère s'est installé juste aux portes du cabinet du ministre, au 6e étage, qui est l'étage traditionnellement occupé dans ce ministère par le ministre des Finances, et donc symboliquement, et d'ailleurs ce bureau est toujours à la même place, symboliquement, c'était donc une manière d'asseoir son rôle. À cette époque, alors il a été dit tout à l'heure que le secrétaire général était tout seul, ce n'est pas totalement exact, il avait une petite équipe, mais c'était clairement une administration de mission chargée justement de piloter ces réformes et internes et d'en assurer le succès pour l'avenir. Deuxième étape très importante, 2010, moment auquel le secrétariat général absorbe l'intégralité de la gestion des fonctions support du ministère. Donc on a dû passer à ce moment-là d'une dizaine, quinzaine, peut-être vingtaine de personnes à 3000 personnes. Donc c'est un changement d'échelle absolument majeur et qui consacre un des rôles majeurs du secrétariat général, qui est d'être auprès du ministre, mais aussi d'ailleurs auprès du Parlement, puisque nous sommes régulièrement auditionnés par le Parlement sur ce thème, le garant de la performance, de l'organisation et de la gestion du ministère. Autre étape importante, qui a pris toute son importance d'ailleurs récemment, et on a beaucoup parlé de l'impact de la crise sur le ministère, le fait que le secrétaire général du ministère, que je suis, est également haut fonctionnaire de défense et de sécurité, c'est-à-dire en charge de la gestion de la crise et de l'organisation de la gestion de la crise. Les premiers échanges ont beaucoup porté sur l'impact des crises sur l'organisation, la responsabilité que nous avons en tant que secrétaires généraux d'assurer la résilience des ministères, d'assurer leur souplesse et leur capacité d'adaptation de plus en plus ultra rapide à des nécessités liées aux crises et notamment à la dernière crise. C'est évidemment donc une étape importante que le moment où, de manière anticipée, d'une certaine manière, on a donné cette responsabilité de gestion de crise, d'organisation de la gestion de crise au secrétaire général. Troisième étape majeure, la montée en puissance de l'interministériel dans le rôle des secrétariats généraux, qui est consacré par le décret de 2014, qui fonde de manière transversale le rôle et la nature des missions des secrétariats généraux, qui a été renforcé par les vagues successives de transformation publique, de réforme de l'État. On peut citer la RGPP, qui déjà plaçait les secrétaires généraux des ministères en responsabilité vis-à-vis du président, de la présidence de la République, vis-à-vis du Premier ministre, de la bonne identification des réformes et de la bonne mise en œuvre des réformes. Exactement le même dispositif est consacré depuis 2017 avec la transformation publique, puisque dans le cadre de la mise en œuvre de CAP 22, les secrétaires généraux sont en charge de la bonne fin des réformes, de la coordination, du suivi des réformes au sein de leur ministère. Et donc, nous passons très régulièrement devant nos autorités à l'Élysée et à Matignon, qui nous cuisinent sur où vous en êtes, où en sont vos indicateurs, etc. Donc, on a là aussi le Parlement au Royaume-Uni sait faire comprendre ces impératifs. Je vous assure que c'est le cas aussi chez nous et que ce rôle de garant de la bonne fin des réformes est suivi de très très près. Et enfin, dernière étape,
avec aujourd'hui un projet de transformation du secrétariat général lui-même qui vise à renforcer son rôle en termes de garant de la performance du ministère, en se dotant davantage d'outils et d'indicateurs, de garant de la bonne prise en compte d'une orientation gouvernementale majeure qui est l'attention apportée aux usagers, et également du garant du fait que nous disposons des ressources humaines adaptées à la fois en interne mais aussi dans le ministère pour mener à bien les missions qui sont les nôtres. Et c'est un des rôles très importants, ce rôle de responsable des ressources humaines ministérielles que nous menons, y compris pour la réforme en cours, je l'ai un tout petit peu évoqué dans l'introduction tout à l'heure, de la haute fonction publique, dont nous assurons évidemment la coordination au sein du ministère. Voilà, je ne serai pas plus longue parce que je pense que effectivement la synthèse belge, comme toujours, je veux dire, on sait qu'en Europe, s'il y a un lieu de synthèse, c'est la Belgique. C'est pour ça que d'ailleurs beaucoup de choses se passent à Bruxelles. Donc je vais passer la parole, je pense, à Hans Dondt. Merci. Monsieur Dondt, effectivement, je crois que le poste de président du comité de direction est un héritage de la grande réforme de l'administration fédérale belge de 2004 avec la réforme Copernic, et elle se situe peut-être à l'interstice du modèle français et du modèle anglais. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont vos fonctions de leadership ministériel, de fabrique des conseils politiques et de responsabilité des activités du service public fédéral finance? Merci beaucoup. Tout d'abord, merci de me permettre d'intervenir à cette conférence et effectivement d'échanger un peu les visions administratives dans des pays européens. D'abord, effectivement, en Belgique, la fonction se trouve un peu entre les deux. D'une part, nous avons également la formule du Independent Civil Servant, qu'on a au Royaume-Uni. C'était surtout une fonction administrative dans le passé. Je crois que c'était la même chose en France, qui a évolué, je vais en dire un peu plus, vers une fonction qui est effectivement aussi présente de l'accountability, mais contrairement au système au Royaume-Uni, accountability vis-à-vis du gouvernement et du ministre des Finances et non pas vis-à-vis du Parlement, ce qui est quand même un modèle assez particulier et assez impressionnant d'ailleurs. En fait, la fonction a évolué d'une fonction en fait administrative, belle fonction administrative, vers une fonction vraiment de management. Et donc là où, et vous avez fait référence exactement aux réformes Copernic dans la première partie des années 2000, en fait, ça s'appelait Copernic pour une raison. L'idée était de symboliser aussi que le citoyen n'était plus là en fonction de l'administration, mais que l'administration était là en fonction du citoyen. Et donc, chez nous, ça s'est traduit dans la concrétisation, et je me réfère un peu à ce que la secrétaire générale a dit dans son introduction ce matin, d'éviter de transposer votre complexité administrative vers le citoyen. Et donc, nous avons réformé, par exemple, dans le domaine fiscal, tous nos services en travaillant par groupe cible, les particuliers, les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises, plutôt que de par matière, parce que généralement, dans le passé, il y a 50 ans, dans l'administration, on croyait, dans chaque administration nationale d'ailleurs, que son ventre était le centre du monde, mais ce n'était pas le cas. On a découvert ça entre-temps. Et donc, en fait, on s'est organisé par matière, de sorte que la complexité était gérée par nous et non pas par le contribuable ou par le citoyen. Donc c'était une réforme assez importante, non pas uniquement au niveau, je dirais, de la fonction ou de la position de l'administration, mais aussi de la fonction du secrétaire général ou de la secrétaire générale en tant que tel. Pour le caricaturiser un petit peu, dans le bon vieux temps, le secrétaire général, c'était un vieux monsieur, parce qu'il n'y avait pas de dame, qui était quelque part dans un beau bâtiment, quelque part dans un coin, et qui se sentait heureux et important. Et pour le reste, qui assurait, je caricaturise, qui assurait en fait le relais vis-à-vis du ministre, qui était le vrai chef du département et qui se mêlait même aussi de l'organisation interne du département.
Maintenant, il y avait quand même beaucoup de choses à changer, et donc la réforme dont on parle a effectivement changé. Aussi pour symboliser, on a changé les noms. Bon, le ministère n'était plus bon, donc c'était probablement beaucoup plus simple, service public fédéral. Et donc la fonction de secrétaire général s'appelle maintenant président du comité de direction, qui colle certainement plus je dirais, fonctionnellement à la réalité. Donc en fait, nous vivons dans un système où nous avons un contrat d'administration avec le gouvernement. Donc moi, avant le 30 juin, j'ai déposé, maintenant, ce sont des contrats de 3 ans, j'ai déposé sur la table de mon ministre une proposition de contrat d'administration qui n'est d'ailleurs pas ma proposition, mais celle de mon comité de direction, j'y viens, enfin, de l'entièreté du comité de direction. Et donc, on a un contrat d'administration avec un nombre d'objectifs qui évidemment, traduisent les objectifs de l'accord du gouvernement. Et donc, nous avons une organisation dans laquelle, effectivement, le président du comité de direction est le general manager de l'organisation. Et là, il y a une différence fondamentale avec ce qu'il y avait dans le passé et ce qui existe encore dans d'autres systèmes. Les membres du comité de direction, qui sont les chefs des administrations, de la fiscalité, du recouvrement, de la trésorerie, des douanes, etc., font partie de ce comité de direction, mais rapportent au président du comité de direction et sont évalués par moi. Le président du comité de direction, là où dans le bon vieux temps il était nommé, ou elle était nommée, mais il y avait peu d'elle à l'époque, était nommé à vie, a maintenant un mandat de 6 ans, une fois renouvelable, il y a des exceptions, on peut aller au-delà, et est évalué. Il y a un processus d'évaluation chaque année. Donc, dans mon cas, c'est avec le ministre des Finances. Pour les membres du comité de direction, c'est avec moi. Et donc, mauvaise évaluation, c'est dehors. Donc, il y a une accountability qui est quand même réelle. Et donc, l'important, et au niveau stratégique, le grand défi dans une telle structure est évidemment de traduire des objectifs qui ont été fixés au niveau global et au niveau transversal, mais on peut encore revenir probablement plus tard, aussi dans les filières, parce que les filières de métier, et je ne dois pas vous expliquer que dans un ministère comme le ministère des Finances, ce sont des filières fortes, avec des gens très compétents, mais ce que vous avez évidemment des filières très fortes, avec des gens dans un domaine hautement technique, c'est très vite cloisonné. Et donc, il y a un levier que l'on a, dans la mesure où les membres du comité de direction sont nommés par arrêté royal, ce qui est la règle administrative, mais sur proposition du président du comité de direction. Ça veut dire donc en fait que on a une grille, il y a une procédure de sélection avec un organe de sélection qui le fait pour toute la fonction publique, mais sur les spécifications que l'on donne dans le profil, mais c'est nous qui proposons nos membres. Et le ministre peut refuser ou infirmer, mais ce qu'il n'a jamais fait, dans mon cas en tout cas. Et une des conditions que moi je pose par rapport aux membres de mon comité de direction, et notamment la position des filières, mais je ne vais pas trop aborder là-dedans, c'est que quelqu'un qui entre dans le comité de direction accepte de prendre responsabilité, non pas uniquement pour sa boîte évidemment, mais aussi pour la gestion globale du département. Et quelqu'un qui n'accepte pas ce rôle n'a pas sa place au comité de direction, c'est aussi simple que ça. Et ça simplifie une chose, dans la mesure où le rôle du président, c'est en partie de veiller à ce qu'il y ait une stratégie qui soit définie et que la stratégie colle évidemment avec l'objectif du gouvernement, mais aussi que cette stratégie soit implémentée et veiller à son exécution, dans la mesure où cette stratégie stratégie dans une organisation normale se développe dans le comité de direction avec les gens des filières. La traduction de cette stratégie globale, qui effectivement, il y a des thèmes plus globaux comme la digitalisation, comme l'accessibilité des services aux citoyens, comme la promotion d'un nombre d'idées, comme par exemple au niveau du genre, au niveau de l'accessibilité de l'autorité publique, mais au niveau aussi de la simplification, etc., pour ne pas parler des objectifs budgétaires et financiers. Mais donc, la stratégie globale qui a été fixée, dans un modèle comme le nôtre, s'il est bien pratiqué, ce n'est pas partout le cas dans toutes les administrations,
se traduit quasi naturellement dans les stratégies des filières, dans la mesure où elle a été fixée en commun, et que donc chacun traduit ça, et c'est en partie aussi bottom-up, évidemment, parce qu'au niveau de l'accessibilité, c'est très difficile de définir l'accessibilité, par exemple, des services d'un front office fiscal si on ne l'a pas exploité. Donc il y a un nombre d'éléments de la pratique qui s'injectent dans la fixation de la stratégie qui la rend plus réaliste aussi. Mais donc en fait, nous sommes effectivement dans un modèle, je dirais, intermédiaire, où d'une part, c'est toujours le ministère qui fait la préparation de la politique, qui fait des mesures d'exécution dans les filières opérationnelles. Mais on a vraiment développé et investi dans le développement des fonctions transversales qui n'existaient pas. Et alors je parle du contrôle de gestion avec des KPI, des Key Performance Indicators. Toute la machine tourne dessus maintenant. Il y a 20 ans, ça n'existait pas. Gérer les risques internes, le contrôle interne, qui est devenu très important. Le CRM, Citizen Relationship Management, pour lequel évidemment l'accessibilité, c'est un élément très important. Nos projets stratégiques et le suivi des projets stratégiques, ça n'existait pas. C'est en fait en centralisant à un niveau, je dirais, au-dessus des lignes opérationnelles, qu'on a réalisé, ou qu'on a su réaliser une professionnalisation du département qui nous a permis de survivre une réduction des effectifs de plus d'un tiers en augmentant nos performances. Et donc je crois que ça c'est un élément essentiel. Même chose, l'agilité pour gérer les crises, etc. On a vraiment besoin des instruments de management. Et donc, si on ne crée pas quelque chose au niveau central, tout en travaillant dans des structures matricielles, hein, pas nécessairement dans une filière hiérarchique, mais si on ne fait pas l'effort de créer quelque chose au niveau transversal, ce n'est plus possible dans une société complexe comme aujourd'hui de survivre. Mais donc, nous sommes un peu entre les deux. Est-ce le bon équilibre? Je ne sais pas, probablement que chaque modèle doit aussi s'ancrer dans une culture administrative et politique d'un pays, et il ne faut pas sous-estimer ça. Je crois que ça, c'est le plus important. Il faut qu'il y ait un match entre l'organisation administrative et la façon dont le pays est géré, quoi. Merci beaucoup, c'était passionnant. Il y a quelques points d'analogie puisque, comme l'avait évoqué Madame Barbalaani, au moment où le secrétariat général a été créé en France, le moyen pour développer un peu les embryons de transversalité, c'était justement le service à l'usager avec des services qui traversaient les directions. Avant de laisser un petit peu de temps pour des questions de la salle ou venant d'Internet, j'ai deux petites questions à poser, and I switch to Globish, à Tom Scholar and to Julia Fleischer. There are very different sizes of Ministry of Finance and Treasury. I guess that the British Treasury is around 2,000 civil servants. The French Ministry of Finance, it's around 130,000. The SPF Finance in Belgium is around 20,000, if I'm correct. No. Yes, it's that. Okay. So you are dealing in United Kingdom with agencies for customs, for tax that are connected to the Treasury but are not belonging exactly to the Treasury. So how do you operate the control or the coordination over these agencies? And then after this question, I turn to Julia. I mean, different countries, different size, different role. What explain in your comparative work this variety of mandate and role performed by, I would say, the top of ministries? Thank you. As I was listening to you both, I was reflecting that an important reason for the difference in our roles is that you each have ministries with much broader functions which in the UK are carried out by other ministries. So in particular, we have a separate ministry for business and industry, and it often happens that there are difficult issues to resolve between them and us, but they don't get resolved through an internal coordination process, but through a cross-government
coordination process, whereas for you, it's I think, largely internalized, with the exception, of course, of the discussion with the Prime Minister's office and the President's office, and you're lucky to have two of those to manage. In the UK, we have a separate department for tax. That department reports to the Minister of Finance on policy matters, but is completely independent in relation to the tax affairs of individuals, or companies. We work very closely with them in developing tax policy because they have deeper and longer expertise, in particular on the detail of the system, than we do. And of course, they implement it and they provide crucial advice on that. I'll give you one example to answer directly your question. In the last year, in response to the crisis, like many others, we developed a wage support scheme. And that was something that was done by a single team of Treasury and tax department officials reporting directly to the minister, because it's impossible to produce a scheme that works. You have to have the direct involvement of the people that run the system, and it would not have been able. We would not have been able to do that otherwise. Again, in terms of the coordination of it, because we're very used to working, the policy teams in each place are working as a single team. It's not so much that they report up one line and then up another line and then need coordinating at the top. The coordination happens at the working level at a much earlier stage. That's how we always try to do it. Of course, nothing is ever perfect, and so sometimes other bits of machinery are needed, but the basic approach is to do it that way. Thank you very much. To answer your question, I would say I would come up with 5 reasons at least, but I'll go through them very quickly. The first one is what we call the institutional context. It has been mentioned already, the kind of differences between parliamentary systems and presidential systems, or also the differences, let's not forget, whether you have coalition government or whether you have single-party government, and also whether this cabinet is governed by majority or you have the minority governments that we used to know from Scandinavia especially. So there's that, the overall context, and that's very closely linked to what we call administrative traditions, right? And the French are the embodiment of the Napoleon tradition. And we got the Weberian or the Germanic tradition. Oh, by we, I mean Germany, I'm sorry. You, of course, got the Westminster tradition. And that is actually also a set of rules, but not necessarily everything written down. It's also about traditions and the pathways over the centuries, really. Closely linked also to civil service systems. We talked about this as well, how to staff actually these intermediaries. Is it possible to hire people on temporary contracts or to have them as political appointees? Or do you rely fully on a permanent civil service workforce? And then the other two are organizational legacies. I mean, the Secretary General also made it pretty clear that there are a lot of decisions inside this ministries that can be explained by previous decisions. And these decisions may not always have been a success, and then that's why you kind of come up with something new next time. And of course, also the overall challenges that we mentioned is an explanation for the variety in mandate and role of these intermediaries, meaning how quickly and how fast do the minister and the ministry want to adapt to certain challenges, such as digitalization, but also, of course, we talked about the recent public health crisis. And last not least, it's also about people. Who is the minister? And does the minister have office experience? And if so, what kind of office experience?
Does she, for example, know how such a ministry works? And you said it before, a lot of coordination expectations are hardwired. So even if you have units responsible for that, you know, as a minister who has proper, if I may say so, or an extensive bureaucracy experience, you know how the machinery will respond. And that is also what you will then consider when to think about the role and the mandate that you will give these intermediaries, and maybe also the trust that you will give to them, which is a little bit also related to one of the questions from the audience. Yes, thank you very much. You're welcome. You do the transition, keep the mic. We have a question. Nous avons une question qui nous vient d'Internet. Je vais la poser puisqu'elle s'adresse à Tom Scolar. Pendant ce temps-là, si vous voulez poser des questions, on vous apportera un micro. So, Mr. Scolar, we have from the audience who is online a question that is directly addressed to you. What is the specificity of the role of the Permanent Secretary of the Treasury compared to the other Permanent Secretary in UK, in other ministries? Thank you. The role is basically the same, but the work of other departments is quite different, which leads to a different emphasis. So the Treasury, the UK Treasury, is a small department and almost exclusively a policy department. So we're not responsible for running large operations. By contrast, say, my colleague at the Department for Work and Pensions is responsible for operating the social security system, so for paying out social benefits all over the country, and therefore he has staff all over the country, very large computer systems and so on, and so has a much more direct operational focus to his work. Similarly, my colleague at the Home Office or the Tax Department, the Ministry of Defence, and so on. But the basic role, those three things I explained earlier, running the department, accounting to Parliament, advising the minister, those three are the same to all permanent secretaries. Thank you. That's crystal clear. It seems that que nous n'avons pas de questions qui viennent de la salle, donc on va pouvoir rester dans les temps. Ah, pardon. Alors, il y a une deuxième question. Oui, pardon. Alors, yes, there is another question for you that is related to the first one. What is the weight, the importance of the trust of the minister to be able to play your role, since you are permanent? Indeed, it's a question for all of us, and I'm sure we all have the same answer, which is it's completely essential and indispensable. It's essential. You can't do the job otherwise. Oui, je pense qu'on est tous, évidemment, on en partage tous cette situation. De façon très opérationnelle, le secrétaire général ou la secrétaire générale du ministère de l'économie et des finances est nommé par le Premier ministre, mais c'est évidemment sur proposition du ministre et voire des ministres quand nous avons plusieurs ministres. Parce que peut-être qu'une de nos spécificités aussi, c'est que notre organisation ministérielle fait que nous avons parfois plusieurs ministres ou plusieurs ministres, secrétaires d'État et ministres délégués. Donc c'est tout à fait essentiel. Je suis évaluée chaque année par le ministre. Avec une petite particularité, j'ai évoqué tout à l'heure la montée en puissance du rôle de courroie de transmission des politiques interministérielles des secrétaires généraux. Je suis évaluée par le ministre, mais ma notation est partagée entre la proposition du ministre et la décision finale du secrétaire général du gouvernement. Voilà, c'est très byzantin comme système, mais voilà, ça marche relativement bien pour l'instant. Je croise les doigts. Évidemment, on le voit dans l'histoire du secrétariat général ici, la confiance du ministre est absolument essentielle parce que nous avons comme rôle de pouvoir rendre possible
les transformations que le ministre va impulser sur l'organisation, mais aussi d'être, vis-à-vis du ministre, le garant de la bonne gestion du ministère, de la régularité d'ailleurs des opérations. Nous avons aussi des systèmes de responsabilité individuelle, alors qui portent sur les comptables chez nous, mais effectivement une montée en puissance de notre rôle en tant que porteur de la responsabilité financière ministérielle, dans sa dimension également contrôle de gestion, dans sa dimension également effectivement identification et gestion des risques, pas uniquement sur les crises, mais sur tous les risques du ministère. Donc effectivement un rôle très important de responsabilité vis-à-vis du ministre. Et donc oui, s'il y a plus de confiance, de toute façon je pense qu'on est viré, mais il y a aussi, je pense qu'il faut qu'on parte de toute façon. Peut-être à nouveau, on est un peu au milieu, mais je crois que si on fait abstraction des éléments formels qui dépendent du contexte administratif, qu'effectivement, comme disait notre collègue du Royaume-Uni, ça revient au même. Quand je vois au niveau de la nomination chez nous, les présidents du comité de direction donc, des différents ministères sont nommés sur proposition du ministre des Métiers, donc du ministre des Finances dans mon cas, mais par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Donc il faut effectivement, c'est un peu la même mécanique, on passe à un niveau qui dépasse le niveau du département. Chez nous, formellement, le ministre, c'est l'évaluateur, mais il est très clair que si vous travaillez pour un gouvernement et il y a un problème avec les responsables du gouvernement pour lequel vous travaillez et dont vous devez exécuter la politique ou les objectifs politiques, qu'il n'y a qu'une solution, c'est de s'en aller. Et donc là, effectivement, l'élément confiance, sans, on ne peut pas fonctionner. Un élément peut-être encore de nuance par rapport à l'organisation. Effectivement, au Royaume-Uni, vous avez un système avec, je dirais, une politique, une définition de la politique dans une organisation relativement petite, et puis des agencies qui font l'exercice opérationnel et la pratique opérationnelle. Même si on a quand même bougé pas mal dans cette direction en Belgique, dans la mesure où les administrations générales, donc qui relèvent du SPF Finance, même s'ils rapportent à moi, je ne me mêle jamais de la façon dont ils doivent faire leur métier. Ils ont leurs objectifs et ils sont évalués sur les résultats. Et donc, dans le fonctionnement journalier, en fait, ils fonctionnent, je ne vais pas dire à 100%, mais pour la plupart de leurs activités, ils fonctionnent comme une agence indépendante. Ça, il y a une question, on parle souvent, et dans cet ordre-là, de responsabilité et d'accountability. C'est vrai, mais vous ne pouvez pas avoir l'accountability sans responsabilité également. Et donc, il faut à un moment donné que celui qui doit veiller aux résultats soit aussi conscient qu'il ou elle doit se limiter à l'évaluation des résultats, à la détermination des objectifs, mais qu'il ne faut jamais se mêler de la façon dont c'est exécuté, parce que sinon, c'est le premier argument que vous recevez quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, même si au niveau formel, les systèmes sont assez différents, on constate quand même qu'au niveau, je dirais, au niveau fonctionnel, c'est souvent les mêmes mécaniques et les mêmes processus qui sont sous-jacents et qui sont mis en exécution. Merci beaucoup. Philippe, je crois que vous avez une question. Chez nous, on a une administration générale qui s'appelle Entreprise et Support Stratégique, Expertise et Support Stratégique, qui est une administration au même niveau que l'administration de la fiscalité, du recouvrement, de la trésorerie, donc des administrations opérationnelles, mais qui en fait a pour mission essentielle de donner un appui au niveau, je dirais, de la constitution de la politique, et qui, je dirais, pour la plupart de ses activités, est en contact direct, non pas uniquement avec le ministre des Finances, mais qui participe également à des groupes de travail entre les cabinets du gouvernement, aux négociations gouvernementales, aux conclaves budgétaires, et qui, d'une part, je dirais, donne un appui, il ne faut jamais se mettre à la place des hommes et des femmes politiques, évidemment, mais qui donne un appui, je dirais, à la constitution des décisions politiques, notamment en donnant des calculs, en faisant des simulations, en donnant aussi, je dirais,
les éléments ou les effets macro que vous avez de certaines décisions avant la prise de décision, donc donnant un appui, je dirais, au niveau économique et technique, et d'une part, et d'autre part, qui contient un élément législation, et donc qui s'occupe également de la rédaction des dispositions légales et réglementaires, notamment dans le domaine des finances. Comme nous savons tous, ce n'est pas nécessairement la matière la plus simple au monde, la rédaction des textes fiscaux, et donc il y a un know-how spécifique. Souvent, quand il y a des négociations au niveau gouvernemental sur des dispositions ou sur le contenu fiscal, ça se traduit au même moment en une discussion au niveau du texte. Et donc, en fait, cette administration, cette partie, est directement impliquée dans la Constitution. Je donne un simple exemple pour terminer. Le ministre des Finances belge et l'accord du gouvernement a prévu qu'il faut un exercice fondamental de simplification de la fiscalité, à juste titre. Bon, le ministre des Finances a donc demandé à une équipe de plusieurs universités et des spécialistes de donner un avis là-dessus. Sur base des conseils aussi du Conseil supérieur des finances, c'est un organe d'avis que nous avons, donc, dans lequel siègent tant les régions que l'État fédéral. Eh bien, dans ces travaux qui se font 2-3 fois par semaine, il y a en permanence des gens de cette direction expertise du support stratégique, parce qu'en fait, ce sont eux qui sont porteurs du mouvement. Et ça permet, et alors je reviens un peu au modèle britannique, ça permet aussi évidemment, si vous avez des changements au niveau politique, quand il y a un nouveau gouvernement après la législature qui vient, d'avoir un certain acquis au niveau du know-how et au niveau, je dirais, de la base qui pourrait aussi servir alors à l'avenir pour procéder quand même avec certaines réformes. Donc ça assure quand même une certaine continuité indépendamment des aléas politiques. Alors la situation en France est sans doute assez différente. Je distinguerai deux cas. Soit on est dans le cas de politiques publiques qui sont portées de manière manifeste par une des grandes directions du ministère. Exemple, la politique budgétaire, qui peut d'ailleurs, ou la politique financière, ou la politique de la consommation, ou la politique industrielle. Et là, notre rôle, nous n'avons pas de rôle sur la définition des politiques publiques qui se font entre là où les directions compétentes et le ministre, parce qu'il y a des lignes métiers qui sont très claires et nous n'interférons pas avec cela. Le deuxième cas, c'est lorsqu'il y a des politiques transversales qui sont de plus en plus des politiques interministérielles, mais qui peuvent être aussi des politiques ministérielles. Et là, évidemment, il n'y a qu'une instance transversale comme le secrétariat général qui peut en assurer la bonne mise en œuvre et rendre compte de la mise en œuvre. C'est le cas, par exemple, sur les politiques de ressources humaines. Je vais citer un exemple. Il y a une politique très volontariste d'égalité femmes-hommes qui est portée par le gouvernement. Ce sont les secrétaires généraux qui sont en charge de l'assurer et avec des outils dont nous disposons, par exemple le fait que c'est nous qui réunissons les comités d'audition pour sélectionner les personnes qui vont occuper des postes de direction au sein du ministère. C'est très simple. Aujourd'hui, nous n'acceptons plus de réunir les comités d'audition si nous n'avons pas un nombre suffisant de candidates femmes. Et donc, ça marche très bien, parce que comme on a un point de blocage, voilà. Je citerai un deuxième exemple. La transformation de nos administrations en termes de développement durable. Le ministère de l'économie et des finances porte, et c'est notamment un des objectifs du plan de relance, un objectif absolument clair de transformation de l'économie vers plus de développement durable. C'est un tiers des fonds du plan de relance qui a été défini par ce ministère. Mais évidemment, nous devons nous-mêmes être exemplaires. Et nous devons donc transformer toute notre manière de travailler, notre manière de gérer, y compris la politique budgétaire. Nous avons mis en place un budget vert qui a dû être présenté
il y a quelques minutes dans la salle d'à côté par le ministre des Finances à la presse. Donc nous avons sur toutes ces politiques transversales et qui ont tendance à se développer de plus en plus. Vraiment le mouvement des années 2010 qui a consacré le rôle des secrétaires généraux comme garant de la bonne fin des transformations ministérielles, comme garant de la bonne fin des politiques interministérielles, transforme énormément notre rôle parce que dans ces domaines-là, nous avons des outils, nous avons des obligations de résultats, des obligations de compte rendu et de restitution d'indicateurs. Sur la politique de la donnée, c'est un rôle absolument majeur maintenant pour nos secrétariats généraux avec nos services du numérique. Sur la politique de la réorientation de nos politiques vers plus de simplification et vers plus d'attention apportée aux usagers, tous ces mouvements que nous connaissons tous, hein, ça a été décrit tout à l'heure par Hans D'Hondt, évidemment les administrations sont de plus en plus amenées à rendre compte, ça c'est un rôle traditionnel, mais aussi à faire des révolutions culturelles pour se préoccuper davantage des usagers. J'ai évoqué tout à l'heure la révolution du droit à l'erreur dans l'administration, qui est très transversale, qui concerne évidemment les administrations fiscales au premier chef, mais qui concerne aussi toutes les administrations du ministère, la simplification, l'accessibilité, les guichets uniques, donc intégrer la complexité chez nous, mais la rendre totalement neutre pour les usagers, rendre nos services publics accessibles à tous, y compris aux personnes qui ont des problématiques d'accès au numérique ou aux personnes handicapées. Tous ces programmes interministériels passent par les secrétaires généraux et donc là, nous avons un rôle de définition de la politique ministérielle et aussi de restitution de ce que nous faisons vis-à-vis à la fois de nos ministres, qui sont responsables vis-à-vis du gouvernement de ces politiques, mais aussi vis-à-vis des instances administratives permanentes, comme le secrétariat général du gouvernement. Merci beaucoup. Il reste un grand thème à aborder qu'on n'a pas évoqué, qu'on a commencé à esquisser autour du rôle des permanent secretaries, des secrétariats généraux dans les politiques de réforme de l'État. Ces politiques de réforme de l'État, depuis 2 décennies, s'orientent de plus en plus vers les problématiques de coordination, de collaboration, les Wall of Government approach, l'idée étant de développer la transversalité. Ce qui se traduit bien souvent, et je crois que Hans D'Hondt l'a évoqué très clairement, bien souvent par de la mutualisation des fonctions support. Je crois que vous évoquiez plus de 30%, des indicateurs de performance en amélioration avec des effectifs moindres. Bien souvent, ça agit sur les fonctions support. C'est un des rôles qui est dévolu, alors notamment en Belgique et en France, au président du comité de direction, à la secrétaire générale de gérer les fonctions support. Bien évidemment, ça n'est pas le cas au Royaume-Uni. La coordination, comme l'évoquait Tom Scolar, est beaucoup plus externe, mais typiquement, sur le thème de la réforme de l'État, on pourrait aussi poser la question à Tom Scolar sur la coordination avec le Cabinet Office. Comment on fait passer des réformes et quel est le rôle des secrétariats généraux, des présidents de communauté, des comités de direction dans la coordination en France, en Belgique, intraministérielle et au Royaume-Uni, interministérielle. Madame Barbaléani, on vous donne la parole. Alors, il y a 2 sujets un peu distincts dans votre question, hein, si j'essaye d'analyser. Il y a d'une part ce rôle de coordination. Bon, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit parce que j'en ai déjà beaucoup parlé. Il y a le rôle un peu plus ancillaire, pourrait-on dire, de bonne gestion des fonctions support et de mutualisation, avec la question de la mutualisation des fonctions support. Alors, de ce point de vue-là, effectivement, c'est une des responsabilités du secrétariat général, je l'ai évoqué, d'être garant vis-à-vis de nos ministres qu'à tout moment, le ministère est bien géré, dispose des moyens nécessaires à son action et mène des réformes d'organisation qui permettent effectivement de faire des économies de deniers publics, ce qui est aussi une de nos responsabilités éminentes en tant que ministère des Finances. Alors, la question de la mutualisation,
elle est souvent assez complexe parce que nous partons, on l'a dit tout à l'heure, nous bâtissons tous sur le passé et sur un existant. Donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le secrétariat général est arrivé tardivement dans l'organisation du ministère des Finances. Et donc, chacune des directions avait ses fonctions support, que ce soit en matière RH, que ce soit en matière de système d'information, que ce soit en matière d'achat, que ce soit en matière de gestion budgétaire. Le secrétariat général est responsable financier ministériel, c'est-à-dire que c'est lui qui répartit les moyens maintenant à l'intérieur du ministère. C'est évidemment un outil extrêmement puissant qui nous permet d'identifier aussi des endroits où on peut mutualiser. On a déjà mutualisé énormément de choses en termes de fonctions support. Par exemple, en matière d'achat, le secrétariat général comporte une mission ministérielle des achats qui sert de soutien et de coordinateur à l'ensemble des fonctions achats ministérielles. Je dirais que c'est un exemple qui est très topique parce que on voit bien que de plus en plus, la gestion des fonctions support nécessite évidemment une attention accrue et des outils sur la performance, mais aussi une spécialisation accrue. Il y a une fonction support qui n'est pas au sein du secrétariat général, mais qui est essentielle, qui est le support juridique. On voit bien qu'une entité en charge du juridique est essentielle pour conseiller l'ensemble des directions du ministère, pour éviter les contentieux et pour prévenir les difficultés en la matière. Donc, cette mutualisation des fonctions support, elle est sans arrêt à l'ordre du jour. Elle n'est pas simple, parce qu'on est en face d'une tension permanente entre le souhait de chacun d'avoir ses fonctions support sous la main et de pouvoir avoir de la haute couture, je dirais, et une connaissance parfaite de la direction par les fonctions support, et la contrainte croissante de procéder à des synergies, très prosaïquement pour gagner en efficience, en termes à la fois d'emploi et de budget, mais aussi pour gagner en technicité, parce qu'aujourd'hui, passer des appels d'offres et des marchés publics, c'est très risqué juridiquement, et c'est aussi extrêmement compliqué parce qu'on gère un faisceau de contraintes, accorder suffisamment de place aux PME, aux petites et moyennes entreprises, accorder suffisamment de place à l'économie circulaire et au développement durable, être performant, faire des économies d'achat. Donc là, effectivement, il y a une place centrale pour les secrétariats généraux pour donner les outils nécessaires pour pouvoir effectuer les achats, par exemple, de la meilleure manière. Idem en matière de ressources humaines. Nous avons besoin de recruter, de fidéliser les meilleurs éléments pour mener des politiques publiques de plus en plus complexes, de plus en plus réactives, on en a parlé. Et donc ça, c'est évidemment des outils que le secrétariat général a toute légitimité pour mettre à la disposition des directions. Après, et pour conclure sans prendre trop de temps, je dirais que notre rôle est très différent selon la nature des directions. Nous avons à la fois de grandes directions avec des réseaux territoriaux très développés, comme la DGFiP ou la douane, qui ont par définition une gestion interne très développée et sur laquelle nous n'allons pas doublonner. L'objectif est quand même d'être efficient. Nous avons des grandes directions d'état-major qui, elles, souhaitent plutôt se concentrer sur leur cœur de métier, qui est d'accompagner les entreprises, de définir des politiques fiscales, etc., où là, pour le coup, nous avons très certainement, et c'est un des objectifs de la transformation du secrétariat général que je pilote en ce moment, une marge de manœuvre de mutualisation très importante, mais pour répondre à l'inquiétude légitime, et je voyais mon collègue belge sourire, des directions qui est si je perds la main sur mes fonctions support, elles vont être moins réactives, elles vont moins me comprendre, etc. Nous développons aujourd'hui une expérimentation qui passe par la contractualisation, donc par la mise en place de contrats de service avec des indicateurs, des engagements réciproques, de façon effectivement à développer la confiance des directions du ministère lorsqu'elles vont se reposer davantage sur nous pour les fonctions support. Je reconnais effectivement pas mal de ce que vous avez dit.
En fait, ça se crée aussi de façon casuistique à un moment donné. Donc, on sent qu'il y a vraiment un besoin d'avoir plus de professionnalisme et d'instruments de gestion si on veut effectivement atteindre des résultats. Bon, tout le monde sent ça. Et donc, il faut développer des fonctions qui sont quand même assez spécifiques. Et alors, bon, les filières métiers, par définition, sont forts. Et les gens, généralement, s'opposent, ce qui est naturel et normal, au changement. Et donc, le premier argument, et certains d'entre vous vont tout de suite le reconnaître, c'est « on l'a toujours fait comme ça ». Oui. Moi, j'ai pris l'habitude, et je dois quand même le rappeler au moins une fois tous les 15 jours, quand il y a quelqu'un qui dit « on a toujours fait comme ça », de citer Einstein, hein, qui disait « if you always do what you've always done, you'll always get what you've always got ». Et donc, il y a une résistance naturelle au changement, c'est pas grave. Deuxièmement, ce sont des filières métiers, et je comprends parfaitement qu'ils veulent avoir évidemment une vue sur leurs chiffres, ils veulent avoir une vue sur la gestion de leurs risques. Ce n'est pas la même chose dans la mesure où chez nous, le patron de l'administration générale est responsable pour son contrôle interne, mais son contrôleur de gestion ne dépend pas de l'administrateur général, mais du directeur budget et contrôle de gestion, parce que si évidemment celui qui doit être contrôlé est celui qui valide les chiffres, c'est un peu compliqué. Mais donc, globalement, donc, il y a, nous avons cherché la solution en, je dirais, une constitution graduelle de ces fonctions transversales. Et donc, pendant presque 10 ans, nous avons consacré 5% du budget qui était destiné au recrutement de nouveaux agents à, je dirais, la tranche spécifique pour la professionnalisation du département. Et donc, on a recruté des contrôleurs internes. On a recruté des contrôleurs de gestion, on a recruté des business analysts, des analystes IT, des gestionnaires de projets, etc. Aussi pour les administrations générales, mais alors il faut évidemment une cohérence et c'est impossible de développer une connaissance approfondie de tous ces métiers quand même à 10 différents endroits dans le département. Donc nous développons pour la plupart de ces activités, tout comme pour la communication et autres choses, on travaille souvent avec une structure matricielle où vous avez donc au niveau des services d'encadrement alors un service qui dispose du know-how et qui dispose aussi de spécialistes pointus dans un certain domaine. Allez, par exemple en Lean Management ou en BPM, Business Process Modeling, mais qui ont leurs interlocuteurs et qui donc sont en contact avec les gens qui sont responsables pour ce domaine dans les administrations générales, mais toujours dans une structure matricielle qui permet d'avoir une vue globale et effectivement de monitorer et de veiller à ce qu'on aille dans le bon sens. Mais c'est toujours une tension entre, d'une part, des administrations, et heureusement, hein, des administrations opérationnelles et fortes, et le global. Et on a fait la même chose, et ça donne peut-être une partie de réponse à la question qui est à l'écran, donc comment on gère l'attractivité en interne. On a aussi, et là, ça s'est passé plutôt top-down parce que généralement, là, il y avait une très grande réticence. Comme d'habitude, tous les ministères et même toutes les grandes organisations, jusqu'il y a 15 ans, étaient organisées sur base d'une hiérarchie formelle et verticale. Au-dessus, il y avait quelqu'un qui donnait une instruction. En dessous, il y avait quelqu'un qui devait l'exécuter. Évidemment que ça ne marchait pas. Le monde ne marche plus comme ça. Et puis, c'était l'imbécile en haut qui n'a pas compris ou le fainéant en bas qui ne l'avait pas fait. Mais ça ne marche pas. Et donc, nous avons quand même choisi, il y a 7-8 ans, il y a 10 ans, on a décidé de ne plus acheter des portables, de n'acheter que des portables et donc de ne plus acheter des ordinateurs fixes. Donc, tous nos agents ont un ordinateur portable. Et donc, tout le monde travaille dans des systèmes back-office. Ce qui veut dire, s'ils travaillent à la maison ou au bureau, ils travaillent dans le même système avec les mêmes sécurisations. Et donc, partant ou quittant le système d'hiérarchie formelle verticale, on est parti vers un système basé sur trust and accountability, sur la confiance d'une part, et d'autre part, sur l'accountability, il faut rendre compte de ce que l'on fait. Et donc, chaque chef, bon, il y a toute une machinerie, parce qu'il faut évidemment mettre tout dans des systèmes à l'État, mais donc dans des systèmes de suivi aussi pour des raisons administratives et de contentieux éventuellement. Mais donc, on se met d'accord avec le collaborateur, quels sont ses objectifs,
Et puis, après, la période, c'est une période d'une année avec une conversation intermédiaire. Après la période concernée, il y a donc l'évaluation. Et si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, si c'est pas bon. Ça donne une flexibilité énorme et une satisfaction énorme dans les chefs des collaborateurs qui se sentent valorisés et qui se sentent responsabilisés, qui ne se sentent plus comme étant des machines d'exécution, mais qui sont vraiment des gens qui prennent une partie de la responsabilité de l'organisation, ce qui nous a permis, et je conclus par ça, quand la crise Covid a éclaté et donc tout d'un coup, on devait travailler à la maison. Chez nous, donc, nous avions à peu près 15 000 lignes VPN en permanence qui étaient disponibles, donc permettant des accès sécurisés aux applications. Le passage du travail au bureau vers le télétravail s'est passé comme une lettre à la poste parce que les gens travaillaient dans les mêmes systèmes et avaient l'habitude, parce que déjà en 2019, il y avait au moins 1 jour sur 5 qui était presté en télétravail. Mais l'élément confiance et l'élément responsabilité est tellement valorisant pour les agents. Nous faisons aussi des mesurements de la satisfaction de nos agents tous les 2-3 ans. Et on va augmenter ça dans la mesure où évidemment, l'accountability, c'est un élément important aussi. Hein, mais donc, dans la mesure où on évolue, on va augmenter leur satisfaction. Et donc, si on donne la responsabilité aux gens, ils se sentent mieux, ils travaillent mieux. Ça, c'est en fait notre conclusion. Merci beaucoup. Monsieur Scolar, do you want to react on the external coordination with the Prime Minister's office, the Cabinet office in the transformation, modernization policies? Certainly. Well, as a government and a civil service, we face the same challenge, of course, and we're trying to address it in the same way through greater professionalisation of functions. But as you suggest, most of that is in the UK led from the Cabinet Office. So, for example, on commercial contracts or digital services or cyber security, they are the people that are providing the cross-government service. The one where we do it in the Treasury is on finance. So the government, the civil service employs something like 10,000 finance professionals across the whole of the government. In each case, they are employed by the department concerned, but the Treasury leads what we call the finance function, which is largely devoted to improving standards, training, career management. So the head of the function is one of our senior officials, and she is involved in the appointment of the chief financial officer of each department. So that one we have a hand in providing, but the others are run from the Cabinet Office. But everything you were both saying sounds very familiar. Julia, in your comparative analysis, do you see a volatility of support function in ministries? Are they merged, concentrated, terminated? Do you see something? Yes, there is, of course, a lot of volatility over time and also across countries. And I could possibly give a couple of examples, but if you don't mind, I would like to comment on a thing that you said, which I think is relevant, and that is, why are these intermediaries successful, or when are they successful? And I think what's important from a comparative perspective, and of course also the kind of academic perspective, maybe at it, it's not only about the formal rules and your formal mandate and what you said about which tasks you get and how you adapt or how you recruit formally and where you are put inside the hierarchy and inside the organizational chart. But it's also about leading by example and being kind of the norm, and what you said about cultural shift, and thereby actually trying to be nimble, but at the same time also push a little bit the other actors towards your goals. And that goes actually for both for intermediaries within an organization, but also for finance ministries especially. The most successful finance ministries are those that can convince the others to do what they want them to do, without necessarily even realizing it. And that you can do, for example, by just having your satellites as financial officers, or by other means and instruments. But
as I said, also goes for intermediaries within a ministry, especially if you have a larger ministry to handle, that it's not only about always saying, yeah, we have the formal mandate to demand that you are in this meeting, but also to say, if we do it this way, then we will actually all be more successful in getting our objectives. And I think that's an important shift also in realizing what you said about bottom-up and empowering people to not only use the tools of the bureaucracy that we are very much aware of, but also kind of the art of convincing people and leading the cultural change. Wonderful. Thank You almost made the transition for the next round table. We have 5 last minutes remaining, so someone has a question, so please. Oui, rebonjour. Parfait. Alors moi j'ai une question à Monsieur Domp. Déjà je tiens à vous remercier pour la présentation du comité de direction que j'ignorais, dont j'ignorais le fonctionnement. Je connaissais le fonctionnement du secrétariat permanent et celui du SG à Bercy, mais pas celui de la Belgique. Je le trouve très, en tout cas, intéressant. Mais cependant, j'ai 2 questions sur le comité de direction, notamment sur l'indépendance. Vous avez utilisé ce mot au début de votre propos, et sur l'évaluation des politiques publiques. Alors sur l'indépendance, vous avez évoqué que le président du comité de direction est évalué par le ministre, et le président du comité de direction, lui, nomme les chefs des services fiscaux et trésors et autres, qui sont évalués par le président du comité de direction. Donc je ne vois pas trop l'indépendance, contrairement au secrétariat permanent qui, lui, rend des comptes au Parlement, alors que vous rendez des comptes au ministre. Donc voilà, première question sur l'indépendance. Deuxième question, c'était par rapport à l'évaluation des politiques publiques. Vous avez dit que suite à la réforme Copernic, vous avez supprimé plus de 33% pratiquement des effectifs. Donc je voulais savoir, sur l'évaluation des politiques publiques, est-ce que vous externalisez à des agents privés ou semi-publics, comme ce qui est le cas au Royaume-Uni, ou est-ce que malgré la suppression de postes, vous avez tout de même internalisé cette évaluation, et donc ce sont des agents fédéraux belges, enfin publics plutôt, qui mènent cette intervention? Donc voilà, ce serait tout pour ma question. Merci, 2 questions fort intéressantes. D'abord sur l'indépendance. Bon, au niveau de l'indépendance, n'oubliez pas que, allez, il y a un cadre réglementaire évidemment qui prévoit que l'évaluation d'un président du comité de direction porte sur l'exécution du contrat d'administration. Et alors bon, en fait, je vais le dire par une boutade, hein, l'indépendance, c'est pas quelque chose que vous recevez, mais c'est quelque chose que vous prenez. Si vous veillez à ce que dans la façon dont fonctionne votre organisation et si vous veillez à ce qu'elle fonctionne professionnellement avec des instruments de mesure qui permettent de mesurer tout, à ce que vous veillez à ce que nous faisons dans le contrat d'administration, il y a des points de mesure et des KPI, des Key Performance Indicators, en disant voilà, ça c'est le target des choses à atteindre. Si votre mesurement démontre que les objectifs ont été atteints, c'est assez difficile de dire que vous n'avez pas atteint vos objectifs. Mais même si tous les objectifs sont atteints, s'il n'y a pas la confiance entre le ministre et le patron de l'administration, je trouve que... mais je suis vieux, hein, c'est pour ça probablement que j'ai ce principe. Je trouve dans ce cas-là, le patron de l'administration doit s'en aller. Mais c'est une confiance qui se mérite aussi sur base des résultats, évidemment. Mais donc l'indépendance, de ce point de vue-là, ça dépend de la façon dont on l'organise, mais elle est acquise. D'autre part, et ça c'était quand même une modification importante qui avait été introduite lors du processus qu'on appelle les Copernic chez nous, c'est qu'au niveau de l'attribution des moyens internes, et notamment de dire les ressources humaines, les crédits de personnel pour quelle activité, etc. Là, évidemment, le président du comité de direction dispose d'un levier énorme pour veiller à ce que dans les différentes parties du département, les objectifs soient atteints. Alors, bon, il est évident que en développant des fonctions transversales, ce que nous avons fait, en veillant à l'acquisition, je dirais, des compétences qu'on n'avait pas, mais pour gérer une organisation, comme d'ailleurs toute organisation professionnelle, hein, qu'elle soit publique ou privée, sont les mêmes. On se pose évidemment la question, quelles sont les missions clés de l'État? Nous n'avons pas réduit notre effectif d'un tiers volontairement, hein, parce qu'on voudrait bien faire beaucoup plus de contrôles fiscaux, évidemment. Mais il est clair que quand vous êtes soumis à des coupures budgétaires, et ça, il y a quelque chose, s'il y a quelque chose que toutes les administrations en Europe connaissent, c'est ça. Si vous êtes soumis à des contraintes budgétaires, la professionnalisation nous a aidés
en même améliorer notre fonctionnement, même en réduisant notre effectif. Mais ça veut dire aussi que certaines choses qui sont faites par l'administration traditionnellement, et je donne 2 exemples, par exemple les travaux d'impression. Est-ce qu'il faut de grosses imprimeries au sein d'une administration? Moi, j'ai toujours évité des débats idéologiques ou théologiques là-dessus. En fait, il faut calculer ce qui coûte le mieux, ce qui coûte le plus, ce qui coûte le moins, et quel est le résultat que vous avez pour l'argent que vous mettez. Et donc, en fait, vous devez effectivement faire cet exercice, mais dans nombre de cas, il est clair que ça vous mène à sous-traiter. Maintenant, en même temps, il ne faut pas uniquement voir le nombre des effectifs, il faut aussi voir le budget global, évidemment. Parfois, ça vous coûte moins de sous-traiter que de le faire vous-même. Si vous avez des missions pour lesquelles vous avez, je dirais, pendant 2 mois, si vous additionnez tous les jours où les gens travaillent dessus, une compétence, et vous devez recruter quelqu'un, vous avez en fait un gaspillage de moyens pendant 10 mois. Et donc, sauf si vous pouvez répartir, ce que nous faisons d'ailleurs entre services publics fédéraux, on a aussi mutualisé au-dessus des SPF, donc des ministères chez nous, certaines fonctions, notamment en IT ou en procurement, par exemple, en achat, notamment parce que ma collègue française a cité l'exemple des marchés publics, et l'Europe nous a vraiment facilité la vie dans ce domaine. Il faut effectivement avoir un know-how global, et parfois, ne fût-ce que pour augmenter votre bargaining power et votre pouvoir d'achat, c'est plus intelligent de faire les choses ensemble. Et donc, en fait, il y a un mix entre professionnaliser à l'interne, à l'intérieur, d'autre part, sous-traiter, et d'autre part aussi, faire des choses ensemble, ce qui, évidemment, pour l'entièreté des participants, ça demande moins de ressources. Entre-temps, j'ai compris, étant donné que nous sommes le plus grand SPF, que ça veut dire généralement que nous faisons le travail pour les autres. Mais bon, ça, c'est la solidarité à ce moment. Alors, on a réussi quand même à trouver des universaux dans cette variété, puisque un point commun à tous les ministères des Finances, c'est quand même le souci du respect des enveloppes, fut-elle temporelle. Et vu qu'il est 12h30, je vous propose qu'on arrête cette table ronde et qu'on remercie chaleureusement tous nos intervenants pour la qualité et la générosité de leurs interventions. Et on se retrouve à 13h30.